Bonjour, deuxième vidéo consacrée aux disquettes de l'Atari ST. Comme dans la première vidéo de la série, nous allons expliquer aujourd'hui des choses qui étaient largement connues des ataristes à l'époque. À partir de la vidéo suivante, les choses vont commencer à se corser. Là, on va vraiment faire de la sorcellerie. Ou au moins. Le sujet du jour sont les disquettes auto-bootables de l'Atari ST. Déjà, on va expliquer ce que ça veut dire. Et on va même d'abord expliquer ce que ça ne veut pas dire. Nous allons d'abord expliquer ce qu'était une disquette ordinaire. Et sur cette page, ordinaire est synonyme de non autobootable. Déjà, c'était une disquette formatée avec 512 octets par secteur, et je reviendrai là-dessus. Une disquette qui pouvait ou non contenir des fichiers ou des répertoires. L'arborescence de la disquette était explorable grâce au GEM, qui était une surcouche au-dessus du système d'exploitation d'interface graphique. Alors le système d'exploitation sur l'Atari ST s'appelait TOS, TOS, et le GEM tournait vraiment par-dessus, c'était autre chose. La preuve, c'est que si vous avez eu un IBM PS2 tournant sous OS2, vous avez eu la même interface graphique que l'Atari ST. La seule fois dans ma vie où j'ai vu une machine tourner sous OS2, je croyais qu'il n'y avait que les Atari qui avaient cette interface graphique-là. Pourtant, le système d'exploitation n'était pas le même. Donc, depuis le GEM, vous pouviez regarder les fichiers, la liste des fichiers qui étaient présents sur la disquette. Et s'il y avait au moins un fichier exécutable, en faisant un double-clic sur l'icône, vous lanciez le programme. Alors, les disquettes de jeu étaient souvent pas des disquettes ordinaires. Les disquettes de jeu bootaient souvent toutes seules, c'est-à-dire que vous mettiez la disquette quand l'ordinateur était éteint, par exemple, et puis vous mettiez l'ordinateur en route, et dès le départ, le jeu commençait à se charger. Vous n'aviez pas le temps de voir apparaître le GEM, et vous n'aviez pas besoin d'aller faire un double-clic sur le lecteur de disquette pour faire apparaître les fichiers, puis un double-clic sur le programme qui lance le jeu. Voilà. Souvent, les disquettes de jeu étaient auto-bootables. C'est ce dont on va parler sur les pages suivantes. Et alors, on va expliquer comment on pouvait faire une disquette auto-bootable et on va expliquer ce que ça implique. Parce que parfois, il fallait faire quelques sacrifices si on voulait faire des disquettes auto-bootables. Je reviens en attendant sur cette histoire de 512 octets par secteur. Ça, c'est un mystère pour moi. Le lecteur de disquette de l'Atari ST pouvait très bien tolérer, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, des secteurs avec des longueurs différentes de ça. J'avais à l'époque un programme qui permettait entre autres de formater des disquettes avec un nombre d'octets par secteur différent de 512, mais jamais la moindre disquette que j'ai formatée de cette façon-là n'a pu être lue ou écrite ensuite. Je pouvais toujours les reformater à un autre format un peu plus régulier, mais avec 256 octets par secteur ou 1024 octets par secteur, rien. Les disquettes n'étaient pas reconnues. Alors que je sais qu'il y a certaines disquettes de jeux du commerce qui souvent avaient une très sérieuse protection contre copie, avaient elles des formats encore plus exotiques que ça et étaient parfaitement lus. Mais comme par hasard, c'était dans 100% des cas des disquettes auto-bootables. Ah, alors maintenant du coup il faut qu'on en parle, hein. Il y avait en réalité deux types de disquettes auto-bootables. Évidemment, on va commencer par le plus simple et le moins intéressant. Dans ce type de disquette auto-bootable-là, il y avait un système de fichiers tout à fait ordinaire, avec une petite particularité. Un des répertoires de la disquette s'appelait Auto, AUTO. Ce nom-là et pas un autre nom, hein. Et ce répertoire Auto contient un ou plusieurs fichiers .prg. Alors là, il n'y avait pas d'autre extension d'exécutable possible pour les fichiers du répertoire Auto. Ces fichiers-là étaient exécutés automatiquement au démarrage. Alors, il faut mettre des guillemets à automatiquement, parce qu'en fait, ça veut dire que on allume l'ordi lit le bout de secteur de la disquette, il trouve un bout de secteur ordinaire, oui, parce qu'il y avait aussi des bouts de secteur pas ordinaires, mais ça, on en parlera sur la page d'après. Et il regarde ensuite s'il existe un répertoire auto contenant au moins un fichier PRG sur la disquette. Et après, eh bien, il exécute le ou les PRG. Alors, dans le cas où il y a plus d'un PRG,
apparemment le premier des deux qui était exécuté, c'était le premier qui avait été enregistré sur la disquette. Et là, je ne sais plus si ça veut dire le fichier dont la date était la plus ancienne, ou si ça veut vraiment dire, ou si c'est vraiment une question de position dans la FAT, ou je sais pas quoi. Bon, je m'en souviens pas. Bon, cela dit, la plupart du temps, dans un répertoire auto, il y avait un seul fichier .prg. Pourquoi? Parce que ce fichier .prg, c'était le programme de lancement d'un jeu, et ce programme ne se terminait jamais, donc ça laissait jamais la main à un autre PRG si jamais il y en avait un autre dans le répertoire auto. Voilà, le programme ne se terminait jamais, on jouait aussi longtemps qu'on voulait, et puis quand on en avait marre de jouer, eh bien, on éteignait, ou alors on mettait une autre disquette à la place de la disquette du jeu, et puis on appuyait sur le bouton reset. Bon, alors, ces disquettes-là, c'était vraiment des disquettes ordinaires. Certes, elles démarraient toutes seules en quelque sorte. Bon, mais ça, une fois qu'on l'a vu faire une fois, on est déjà plus épaté, bien sûr. Mais à part ça, les programmeurs qui écrivaient les PRG qui étaient exécutés depuis le répertoire auto avaient accès à tous les appels système possibles et imaginables, par exemple. Ce qui leur permettait de lire et d'écrire dans des fichiers comme ils voulaient. Voilà, donc je vous mentionne ce type de disquette-là pour que vous sachiez que ça a existé ou pour que vous vous en souveniez, si ça vous concerne. Mais maintenant, on va voir un autre type de disquette auto-bootable, et là, c'était pas une mince affaire pour les programmeurs. Par contre, ça pouvait faire des trucs assez épatants. D'autres disquettes avaient un boot secteur exécutable. Exécutable, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que si vous preniez les octets qui composent ce boot secteur, et si vous demandiez au program count de votre microprocesseur de sauter à l'adresse du début du bloc ainsi obtenu pour exécuter ce qui s'y trouvait, ça risquait pas de marcher. Pourquoi? Parce que en début de boot secteur, dans les premiers octets du boot secteur, il y avait toutes les informations dont on a parlé dans la vidéo précédente, comme le nombre de phases de la disquette, son nombre de pistes, etc., etc. Et pourtant, il y avait moyen de glisser du code exécutable dans le boot secteur, et c'est ce que je vous explique maintenant. Alors, toujours au lancement de l'ordinateur. Le boot secteur, vous le savez, est chargé en premier. On va supposer, mettons, que c'est un boot secteur de 512 octets, tout ce qu'il y a de plus banal. Eh bien, avant de faire quoi que ce soit d'autre, l'ordinateur calculait un checksum sur 16 bits avec tous les mots de 16 bits du secteur. Ah, qu'est-ce que ça signifie? Ah, un checksum, vous savez peut-être pas ce que c'est. Alors on va expliquer. Vous avez 512 octets de données sous la main, ce qui vous donne 256 mots de 16 bits chacun. Vous prenez ces mots de 16 bits un par un, vous les additionnez les uns avec les autres. Vous faites une somme cumulée. Et c'est une somme non signée. Mais vous calculez cette somme modulo 65 536 pour avoir un résultat qui tient lui-même sur 16 bits. Et le mot de 16 bits que vous obtenez à la fin, qui est la somme modulo 65 536 de tous les autres, s'appelle le checksum du secteur. Alors en pratique, les checksums, ça pouvait servir à plusieurs choses différentes. En particulier, le checksum du boot secteur avait un rôle très particulier. Mais je fais une parenthèse maintenant sur les checksums en général parce que ça sera très utile pour vous de retenir ce que j'expliquais maintenant pour comprendre une petite subtilité qu'il y aura dans la 4e vidéo de la série. Bon, alors, vous utilisez par exemple un utilitaire qui permet de compresser des données. Par exemple, de prendre autant de fichiers que vous voulez et de les compacter dans un seul point zip. Bon, alors il y a l'algorithme de compression, il y a l'algorithme de décompression, sûrement que ces deux algorithmes ont tout un tas de paramètres, blabla, mais enfin, on s'en fout complètement de ça. La question c'est, si je suis du côté de l'algorithme de décompression et que je décompresse certains des fichiers qu'il y avait dans le point zip, comment est-ce que je peux m'assurer que les données que j'obtiens après décompression sont bien intègres, c'est-à-dire bien égales aux données qui, au départ, avaient été compressées dans un premier temps? Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ce genre de choses, plus ou moins sophistiquées, et laquelle est utilisée dans les utilitaires de compression zip, je n'en sais rien. Quoique je m'étais renseigné là-dessus à une époque, il me semble, mais en tout cas, là, tout de suite, je ne saurais pas vous dire. Mais il y a une méthode qui est assez simple, qui est
Au moment de la compression, on calcule le checksum des données qu'on a compressées. Alors ça peut être sous forme de mots de 16 bits, ça peut être de 32 bits, ça peut être autre chose, peu importe. En tout cas, on calcule un certain checksum. Et dans les données compressées, on va mettre quoi? Le flot d'octets compressé et le checksum qu'on a obtenu avant de compresser les données. Du côté de l'algo de décompression, vous lisez les données compressées, vous lisez la valeur du checksum qui a été calculée au moment de la compression, vous décompressez vos données, vous recalculez leur checksum après décompression, et si les deux checksums ne sont pas égaux, vous pouvez affirmer, en ayant 0% de chance de vous tromper, que les données ont été altérées entre-temps d'une façon ou d'une autre. Ou éventuellement que l'algo de décompression n'est pas tout à fait correct et n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, alors attention, dans l'autre sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous pouvez trouver exactement le bon checksum et il peut y avoir une erreur quand même. C'est possible. Il suffit qu'une erreur sur un bit d'un côté en annule une autre de l'autre. Bon, donc le checksum utilisé comme vérificateur, d'ailleurs, checksum, un chèque vérifié, hein, bon, c'est pas une méthode infaillible. C'est pas suffisant. Mais c'est souvent nécessaire, en tout cas c'est bien utile. Et c'est vraiment utilisé pour plein de choses très différentes. Et je le redis, dans la 4e vidéo de la série, on va parler des checksums pour un truc qui est vraiment pas banal. Bon, une dernière précision sur cette histoire de checksum calculé sur 16 bits. Je ne saurais plus vous dire si c'était du Big Endian ou du Little Endian, mais ce serait du Little Endian que ça ne m'étonnerait pas. Bon, alors, dans le cas du checksum du bout secteur, dans le cas où il était égal à 1, 2, 3, 4 en hexadécimal, hein, c'est pas 1234, hein, c'est 1, 2, 3, 4 en hexadécimal. Alors, le BIOS, sans doute lui, comprenait que le bout secteur contenait du code exécutable. Alors, à l'intérieur du bout secteur, à partir d'une certaine position, je sais pas, par exemple, au bout de 64 octets après le début, ou de 36 octets après le début, je ne sais plus, hein, à partir d'une certaine position, tous les octets qui se trouvaient là, jusqu'à la fin du secteur, sauf les deux derniers, on va expliquer tout à l'heure pourquoi sauf les deux derniers, eh bien toute cette partie-là pouvait contenir du code exécutable. Dans le cas où le checksum du bout de secteur était égal à 1, 2, 3, 4 en hexadécimal, cette partie-là du bout de secteur était chargée comme code exécutable et était exécutée aussitôt. Alors j'aime autant vous dire que les seuls exécutables qu'on pouvait ainsi planquer dans un bout de secteur étaient nécessairement écrits en assembleur. Oui, là c'est clair. Vous n'aviez que quelques petites centaines d'octets maximum pour faire un programme qui faisait ce que vous vouliez. Alors, du coup, ces programmes minuscules ne faisaient pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient très utilisés sur les disquettes de jeu? Parce que c'était tout à fait possible. Alors, c'était pas évident puisqu'il fallait le faire en assembleur, mais c'était tout à fait possible de placer dans le bout de secteur un petit programme qui disait à l'ordinateur « Tu vas me charger le contenu des pistes 10, 11, 12, 13, 14, 15 sur les deux faces et ensuite tu vas exécuter ces données. » Quand l'ordinateur exécutait le bloc de code qui était contenu dans le bout de secteur, ce bloc de code n'avait nullement accès aux couches supérieures du système d'exploitation permettant de faire des accès disques civilisés à base de fichiers et tout. Mais vous pouviez quand même, en utilisant des trucs de bas niveau, dire « Je charge les données qui se trouvent sur telle piste, telle piste, telle piste, j'en fais un exécutable et maintenant tu m'exécutes cet exécutable. » Petit ajout après coup, je pense qu'il était possible, grâce à ce code de très bas niveau, de charger des données sur des pistes contenant des secteurs de taille différente de 512 octets. Alors que, avec un boot normal d'un bout de secteur non exécutable, vraiment l'ordinateur, quand il y avait autre chose que 512 octets par secteur, il tournait dans le vide comme si on n'avait pas mis de disquette. D'après mes souvenirs. Il y a beaucoup de disquettes de jeux qui utilisaient ce système. Et ça permettait de faire des jeux qui avaient plus de mémoire à leur disposition. Beaucoup de possesseurs d'Atari ST avaient une machine qui n'avait que 512 kilooctets de mémoire, et pour certains types de jeux, c'était suffisant, mais de justesse. Et de fait, la RAM n'était pas remplie par des données dont les couches hautes du système d'exploitation se servaient,
dans le cas d'une disquette auto-bootable de cette sorte-là. Donc ça permettait d'économiser un peu de mémoire. Deuxième petit ajout après coup, désolé, je pense surtout que c'est le Graphic Environment Manager qui n'occupait pas la mémoire avec ses structures de données à lui, et que c'est ça qui permettait vraiment à ces jeux d'économiser de la mémoire. Et ça permettait aussi d'empêcher le joueur d'ouvrir le contenu de la disquette en mode je regarde les fichiers pour savoir quel fichier il y avait dessus. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, sur ces disquettes-là, il n'y avait pas de fichiers. Il n'y avait pas de fichiers. Alors d'ailleurs, il y a des trucs rigolos à signaler. Par exemple, si vous preniez les disquettes originales du jeu Blood Money sur Atari ST, qui était un shoot'em up très très bien de Psychnosis, mais moi j'aimais vraiment bien la version Atari ST de Blood Money parce que contrairement aux versions PC et Amiga, il n'y avait pas les putains d'antennes qui inversent les contrôles de notre vaisseau. Ah non, moi ça... Dans les versions PC et Amiga de Blood Money, ça me tue. Je ne peux pas y jouer à cause de ça. Et pour la version Amiga, d'ailleurs, c'est bien dommage parce qu'elle est magnifique. Hein. Blood Money sur Amiga fait partie des jeux qui exploitent vraiment 32 couleurs au lieu de 16 et ça change complètement le jeu. Hein. Bref, bon. Ouais, je vous fais chier avec mes vieux souvenirs, là. Comparé aux jeux d'aujourd'hui, les 32 couleurs de l'Amiga, c'est de la pisse, on est bien d'accord. Bon. Alors, sur les disquettes originales du jeu Blood Money, disais-je, eh bien, quand vous regardiez les fichiers qu'il y avait dessus, il n'y avait rien. 0 octet utilisé par 0 fichier. Pourquoi? Parce que sur ces disquettes-là, dans lesquelles les données n'étaient pas du tout écrites dans des fichiers, eh bien, les FAT avaient été remplis de 0. Alors, peut-être pas de 0, peut-être d'un caractère spécial, mais peu importe. En tout cas, vu la tête qu'avaient les FAT, c'était comme si la disquette ne contenait aucun fichier. Il y avait d'autres disquettes de jeux dans lesquelles les développeurs n'avaient pas pris soin de remplir les FAT par des octets spéciaux ou des octets nuls. Résultat, vous aviez des octets quelconques qui pouvaient faire partie des données du jeu dans les FAT. Et donc, quand vous affichiez le contenu de ces disquettes, vous pouviez voir des noms de fichiers complètement abracadabrants utilisant tous les caractères possibles du jeu ASCII ou ASCII étendu, je ne sais plus vraiment ce qu'il y avait sur l'Atari ST. En tout cas, on avait des caractères accentués, donc ça ne pouvait pas être l'ASCII de base. Bon, voilà. Et en plus de ça, les tailles des fichiers en octets étaient souvent délirantes. Ce qui fait que vous aviez certaines disquettes qui contenaient des gigaoctets de données. Bon, des gigaoctets, j'exagère, mais bon... Alors qu'en fait, pas du tout, évidemment. C'était très bizarre. Et moi, quand j'avais 13 ans et que je regardais ça, j'y comprenais rien. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai appris, bien qu'à cette époque-là, je commençais à m'en douter un petit peu parce que j'avais fait quelques expérimentations moi-même, mais bon, j'avais compris en lisant un article dans ST Magazine que certains bouts de secteur pouvaient contenir du code exécutable et qu'est-ce qu'il fallait faire pour y arriver. D'ailleurs, je m'étais amusé, moi, à mettre dans le bout de secteur d'une disquette un tout petit programme que je m'étais fait chier à écrire en assembleur qui remplissait le fond de l'écran de noir. En fait, c'était même pas je remplis le fond d'écran de noir, faut se rappeler que ces ordinateurs, c'était une palette de couleurs indexées. Donc la couleur de fond qui était blanc à l'instant où on allumait l'ordinateur, je la remplaçais par du noir, et hop, ça remplissait tout l'écran de noir comme par magie. Et je crois que je faisais un autre truc juste après, soit j'affichais un petit mot, soit je provoquais volontairement une exception qui faisait apparaître 2 petites bombes à l'écran. Ah oui, une exception à l'époque, c'était pas rien à voir avec les throw, catch, try, catch ou throw des langages modernes. Non, 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 non. Une exception sur Atari ST, c'était en cas d'erreur dans un programme, en cas d'erreur sérieuse, par exemple une division par 0, ou une tentative de lecture ou d'écriture là où il ne faut pas, c'était un truc qui se passait au niveau du hardware. Et quand une exception n'était pas catchée, vous pouviez voir sur l'écran de l'Atari ST un certain nombre de petites bombes apparaître. Voilà, ça ne voulait pas dire que la machine était victime d'un dangereux virus. Non, ça voulait juste dire, désolé, fatal error. Alors, il faut aussi savoir ou se rappeler que les deux approches pour les disques auto-bootables pouvaient être mélangées. Vous aviez certaines disquettes qui contenaient dans le boot secteur un tout petit programme qui faisait quelque chose de très particulier et qui permettait entre autres de lancer le jeu. Et derrière, vous pouviez avoir un jeu avec un système de fichiers classique. À l'opposé, vous pouviez avoir des disquettes auto-bootables de l'autre manière qu'on a vu tout à l'heure avec un simple répertoire auto et un PRG dedans. Et ces disquettes pouvaient très bien aller chercher leurs données dans des fichiers et ou directement écrites dans des secteurs. Il y a des jeux qui mélangeaient les deux techniques. Par exemple, je sais qu'il y a un jeu, je ne saurais plus vous dire lequel,
Sur la disquette, il y avait un répertoire auto avec un petit PRG dedans qui occupait peut-être 125 kilooctets, quelque chose dans le genre, et en apparence, il n'y avait aucun autre fichier sur la disquette. Voilà, sauf que c'était un jeu beaucoup plus gros que ça, qui remplissait largement les 800 kilooctets de la disquette 10 secteurs que c'était, et clairement, quand le jeu se chargeait, il chargeait beaucoup plus que 125 kilooctets, on sentait bien que l'exécutable allait chercher des données qui étaient planquées sur des pistes. Alors, j'ai pas fini de dire tout ce que je voulais dire sur cette page. Oui, j'ai dit la section de code exécutable qui pouvait se trouver dans le boot secteur ne devait pas toucher les 2 derniers octets du boot secteur. Je pense que vous savez déjà pour quelle raison. En fait, c'est très simple. Si vous étiez programmeur et que vous vouliez mettre un bloc de code exécutable dans le boot secteur, bah, il fallait copier les octets de votre petit exécutable au bon endroit dans le boot secteur, mais il fallait vous assurer que le checksum du boot secteur fasse bien 1, 2, 3, 4 en base 16. Donc, pour faire ça, vous calculiez le checksum de tous les octets du boot secteur, sauf des 2 derniers, sauf du dernier mot de 16 bits, et après vous choisissiez pour ce dernier mot de 16 bits la valeur qu'il fallait pour que le checksum total arrive à 1, 2, 3, 4 en base 16. Voilà, c'est pour ça que le code exécutable devait s'arrêter avant ces 2 derniers octets. On va maintenant parler de la disquette de Dungeon Master, qui est une des disquettes auto-bootables les plus ingénieusement conçues dont j'ai jamais entendu parler. Donc tout ce que je vais dire maintenant, ça porte uniquement sur la version Atari ST de Dungeon Master. D'ailleurs, c'est sur l'Atari ST que ce jeu est né, et rien que pour ça, merci pour avoir inventé l'Atari ST. Donc, alors dans la disquette de la version Amiga de Dungeon Master, il y avait d'autres trucs qui étaient pas mal non plus. Même la version PC... Bon, bref, je m'égare. Alors, dans la disquette Atari ST de Dungeon Master, alors déjà, le premier truc à savoir, c'est que ce jeu fabuleux tenait sur une putain de disquette simple face. Formaté avec 10 secteurs par piste quand même, et 80 pistes, 400 kilooctets de données. Tout Dungeon Master sur Atari ST, sur Amiga et sur PC, il était plus gros pour différentes raisons, mais 400 kilooctets. Le jeu de l'Atari ST, celui qui s'est le plus vendu dans l'histoire de l'Atari ST, celui dont vous pouviez encore vous procurer un exemplaire légal en le commandant par une boutique de ST Magazine, qui passait par ST Magazine, je sais pas combien d'années après sa sortie. Moi, je considère que Dungeon Master, c'est le meilleur jeu qui a jamais été créé par une petite équipe. Ils étaient 5 ou 6. Hein. Voilà, je veux dire, Dungeon Master, c'est peut-être vachement moins impressionnant que Final Fantasy VII, hein, ou que Call of Duty, ou ce que vous voulez. Seulement, ils étaient 6, les mecs. Ils étaient 6, et ils ont fait un jeu extraordinaire, sur une machine qui affichait difficilement plus de 16 couleurs, dont le processeur était un pauvre 68000 à 8 MHz, et ces petits génies ont tout fait tenir en 400 kilooctets. Mais bon, bref. Alors, première chose, quand vous mettiez l'ordinateur sous tension après avoir inséré la disquette de Dungeon Master, il y avait un bout de secteur exécutable qui faisait 2 choses. Il faisait devenir l'écran tout noir. Bon, ça, même moi, je savais le faire. Hein. Et puis ensuite, il chargeait swoosh img. Voilà. Ouais, l'extension, c'était .img, mais c'était bel et bien un fichier exécutable. Hein. Donc, depuis le bout de secteur, il n'y avait pas de code qui disait petit système d'exploitation, tu trouves le fichier swoosh img sur la disquette et tu l'ouvres. Hein. Non. Le fichier swoosh img correspondait à certains secteurs précis sur la disquette, ces secteurs étaient chargés, et après swoosh img en tant qu'exécutable pouvait s'exécuter. Swoosh img faisait apparaître le logo de FTL, Faster Than Light, avant d'être un jeu indé à succès. Ça a été le nom du studio de développement, je ne sais même pas si à l'époque on appelait ça un studio de développement, en tout cas de l'équipe qui a programmé, qui a créé, parce qu'il y a les graphistes, il y a les sons, il y a tout, ce jeu génial qui était Dungeon Master. Alors il y a un truc que je n'ai appris que très récemment, c'est que c'est en fait une animation de palette de couleurs qui faisait apparaître le logo progressivement. Parce que je me souviens avoir vu la petite taille du fichier swoosh-img et je comprenais même pas comment c'était possible. C'est un fichier qui fait quelques centaines d'octets,
et il affichait une image entière, le logo de FTL qui apparaissait progressivement, mais j'avais l'impression que c'était pas une image fixe, mais une petite animation, et je comprenais pas comment elle pouvait occuper si peu de place. Alors en réalité, c'est une image fixe, qui devait déjà être compressée efficacement, mais j'imagine que même un encodage simple de type RLE, ça pouvait fonctionner, parce que c'est pas une image qui était riche en détails, hein. C'est une image simple avec beaucoup d'aplats de couleurs. Bon, mais en tout cas, c'est pas une véritable animation, c'est juste une animation de palette. Je sais pas comment vous expliquer ça si vous n'avez pas connu l'Atari ST. Vous aviez une palette de 16 couleurs qui était toute noire, par exemple, et vous aviez une image qui était affichée à l'écran, qui représentait le logo entier. Sauf que comme votre palette de couleurs système était entièrement noire, vous ne pouviez rien voir. Puis après, vous prenez une des couleurs, vous la transformez, mettons, en blanc, et du coup, la partie de l'image qui est avec cet index de couleurs-là devient blanche à l'écran. Et puis après, voilà, vous faites apparaître les autres petit à petit, vous faites éventuellement des translations ou des rotations dans la palette de couleurs, et ça vous fait un semblant d'animation. Bon, en plus, en même temps que cette animation, il y avait un petit son qui était joué, qui devait sûrement rien représenter comme quantité de données, mais bon, enfin, moi je comprenais rien les premières secondes après le lancement de la disquette de Dungeon Master, je comprenais rien à ce qui se passait. Parce que je voyais ce logo Swoosh Image apparaître presque dès l'allumage de la machine. Sur Amiga, c'était un peu plus long, le début du boot. Sur Atari ST, c'était, je peux pas dire instantané, mais pas loin. Presque dès l'allumage de la machine, je voyais c'était du trompe-l'œil, je le sais maintenant, mais je voyais une animation, quoi. Mais comment ils avaient eu le temps de déjà la charger? Enfin, vraiment, je comprenais rien. Bon, et donc, Swoosh Image, c'est un exécutable qui fait apparaître cette animation avec cette image avec tout ce qui va avec, et qui après s'occupe de lancer un programme qui s'appelle StartPRG. Voilà, et on lance StartPRG en lui passant comme paramètre auto. Et quand je dis paramètre, c'est paramètre sur la ligne de commande. Vous savez, quand vous programmez en C avec ARGC, ARGV, c'est ce genre de paramètre-là. Bon, alors en fait, si vous prenez la disquette de Dungeon Master et que vous double-cliquez sur StartPRG pour lancer le fichier à la main, il se chargeait, le start.prg, et arrivé au bout, il s'arrêtait, il se fermait, vous reveniez sur le bureau et vous compreniez rien. Voilà. En vérité, il fallait lui passer le paramètre auto pour qu'il fasse son travail. Ok, ça aussi c'est un truc que j'ai appris très récemment. Et donc, StartPRG, le plus gros de son boulot, c'était de charger un autre fichier beaucoup plus gros qui s'appelle start.pack, et qui comprenait, je crois bien sous une forme compressée, le vrai exécutable du jeu, celui qui contient tout le code exécutable de tout le jeu à proprement parler. Tout ce dont on a parlé jusque-là, ce sont juste d'une certaine manière des loaders. Mais il faut avouer que tout ça c'est hyper ingénieux. C'est un mélange de différentes techniques qui étaient utilisées dans des tas d'autres jeux, qui sont ici toutes réunies en un seul truc, pour juste faire un truc de chargement assez impressionnant. Moi, j'ai toujours été bluffé par ça. On met Dungeon Master, l'écran devient noir. Bon, ça, c'est en une demi-seconde, ça, c'est hyper classique. Plein d'autres jeux autoboot savaient faire ça. Et puis, tout d'un coup, il y a déjà une animation. Et puis, ça charge un peu. Et puis après, on voit après le logo de FTL, il y a le logo du jeu. Puis un autre truc. Bon, un autre truc ou pas. Non, c'est dans Chaos Strikes Back, la suite de Dungeon Master, qui avait un autre étape intermédiaire. Bon, alors à ce propos, j'imagine que c'est StartPRG qui affichait le logo du jeu, du coup. Hein? Bon, voilà. En fait, il y avait un enchaînement de 4 blocs exécutables. Et là, vous vous dites, ok, il y avait donc, sur la disquette de Dungeon Master, il y avait donc 3 fichiers exécutables, plus un petit code exécutable dans le boot secteur. Ok, ça suffit, tout le reste, c'était des données. Eh bien non, parce que figurez-vous que même dans un fichier qui s'appelait graphics.dat, qui était, je crois, le plus gros fichier qu'il y avait sur la disquette, qui contenait tous les graphismes du jeu, mais du jeu proprement dit, hein, eh bien, même dans ce fichier-là, il y avait un peu de code exécutable. Si. Mais ça, on va en parler dans la 4e vidéo de la série. Je vous le dis, la 4e, elle va vraiment vous impressionner. La 3e, elle devrait être pas mal non plus, entre nous. Hein. Voilà, là... depuis hier, on n'a fait que dire des choses d'intérêt moyen. Si, je vous assure, c'était seulement moyen. À bientôt.